Dans l'actualité de ce lundi, à 3 jours de la rentrée des classes, des enfants risquent de ne pas retrouver l'école. Un groupe de parents d'élèves et la direction de l'école Dior ne s'entendent pas sur les modalités de paiement des 3 dernières échéances de l'année 2019-2020. Les parents d'élèves persistent dans le refus de régler ces 3 mois de scolarité. La direction de l'école, pourtant flexible, accuse les parents de se radicaliser. Le collectif de parents d'élèves annonce un rassemblement devant l'établissement le jour de la rentrée. Grogne à la brioche dorée, un collectif de travailleurs dénonce leur traitement. La direction foule aux pieds le code du travail selon ces travailleurs. Les syndicalistes dénoncent plusieurs licenciements abusifs. Les détails dans ce journal. L'actualité de ce lundi, c'est aussi l'effritement de la coalition Jotna. Après le départ de Boubacar Camara, Ousmane Sonko et ses hommes lui emboîtent le pas. Pastef, les patriotes, quittent à son tour la coalition. Dans ce journal, nous vous dirons les raisons. Et puis sur le front du coronavirus, bonne nouvelle, le groupe pharmaceutique américain Pfizer annonce un vaccin efficace à 90%, vaccin développé avec un laboratoire allemand. La nouvelle suscite un espoir mondial face au coronavirus. On vous explique tout dans cette édition. Des enfants risquent de ne pas reprendre les cours jeudi prochain à l'école Dior. Le bras de fer continue entre la direction de l'école et un groupe de parents d'élèves qui refusent catégoriquement de payer 3 mois d'échéance de l'année 2019-2020. Selon eux, ils ne paieront pas car les enfants n'ont pas été à l'école à cause de la pandémie actuelle. Les enfants n'ont toujours pas été réinscrits. Les parents se rassembleront jeudi, jour de la rentrée, devant l'établissement pour protester. Voyons tout cela avec Cheikh Diop et Diafaraba. La Covid-19 et ses conséquences qui se font sentir dans beaucoup de secteurs, comme dans le milieu scolaire, à l'image de ces parents d'élèves du groupe scolaire Dior. Surpris par la crise sanitaire et sociale, ils refusent de payer les 3 dernières échéances de 2019-2020. Elle dit que c'est un contrat, mais un contrat, ça lie deux entités. Si une personne ne respecte pas nous on l'a donné à nos enfants pour qu'ils les apprennent. Les enfants n'ont pas appris. Donc, pourquoi on paye? La rentrée que le 12, on demande à tous les parents d'élèves de venir inscrire leurs enfants à l'école Dior. La direction de cet établissement n'exclut pas une négociation. Elle précise qu'il s'agit d'un contrat entre école et parents d'élèves qu'il faut respecter. On leur avait dit, avant l'inscription, vous allez payer le retard. Mais maintenant, ce n'est plus la même chose. Quand on est sorti de ce protocole, on nous a demandé de demander peut-être aux parents de payer pour 1 mois. Admettons le mois de mars. Ceux qui ont payé le mois de mars, ils vont payer le mois de mai. Maintenant, et inscrire l'enfant. Ce qui reste à payer, le reliquat, on peut vous faire ça en moratoire. La propagation rapide du coronavirus avait poussé les établissements scolaires à cesser les enseignements. Une décision qui n'est pas sans conséquence. On a fait une délégation pour aller la voir parce qu'on a eu des échos dans les écoles privées. Il y en a certains qui ont envoyé des cours à leurs enfants. Il y en a certains qui font des cours en ligne. Donc pourquoi pas elles? Mais je vais vous dire une chose sur les cours à distance. Les cours sont des cours interactifs. Ceux qui ont fait des trucs en ligne, ils ont donné des exercices à faire à leurs enfants, aux élèves. Mais ils ne leur ont pas donné des leçons parce que la leçon elle est interactive. Tu poses la question à l'enfant, l'enfant te répond. Groupe scolaire Dior et parents d'élèves de cet établissement, des acteurs complémentaires qui auront besoin d'une bonne médiation. Le ministre de l'Éducation nationale devra alors intervenir pour une bonne sortie de crise et que l'on pense aux intérêts des apprenants. Merci, cher. Restons dans le domaine de l'enseignement avec les tout premiers mots du directeur du COUD, le Centre des œuvres universitaires de Dakar, après sa nomination. Maguette Sen se fixe l'objectif d'améliorer les conditions de vie des étudiants, mais aussi des travailleurs. Le voici avec notre équipe Hambourg. J'ai déjà une vision claire de ce qui m'attend
Je profite juste de l'occasion pour remercier le président Macky Sall de m'avoir fait confiance une deuxième fois après la DMT. Du point de vue de la cible, parce que ce sont nos étudiants qui sont en jeu, c'est leur cadre de vie qui est en jeu, c'est l'amélioration de leurs conditions de vie qui est en jeu. C'est en tout cas l'une des couches les plus importantes de la population qui est concernée. Je crois que j'ai l'ambition en tout cas de faire des résultats là-bas. Je prie, je sollicite vos prières pour que véritablement les attentes qui sont en tout cas formulées à mon endroit, que je puisse être à la hauteur de l'attente du président, à la hauteur de l'attente des étudiants et à la hauteur de l'attente des travailleurs du COUD. Je crois que personne ne peut rien réussir seul. C'est la main dans la main qu'on peut réussir et j'entends mettre en tout cas l'association de tous les acteurs au cœur de mes activités. Je voudrais que toutes mes démarches se fassent de manière inclusive, participative et que pour chaque activité, que les personnes concernées soient impliquées et qu'ensemble on puisse faire du cadre universitaire un cadre de travail agréable et pour que véritablement les étudiants puissent évoluer dans un environnement qui puisse leur permettre de réussir dans les études. 800 sacs d'écoliers qui sont destinés aux enfants des personnes vivant avec un handicap. Je crois que c'est extrêmement important, c'est des sacs d'écoliers remplis de fournitures. Également, nous avons acheté 10 ordinateurs portables que nous allons donner aux écoles les plus méritantes qui ont fait les meilleurs résultats aux examens. Maguette Sen, maire de Malicounda, il s'exprimait en marge d'une cérémonie de remise de fournitures scolaires à des enfants handicapés à Mbour. Dans la petite côte, justement, l'immigration clandestine aurait fait plus de victimes que la pandémie actuelle. L'association And Jàppalante Tefes demande à l'État de faire de la question migratoire une préoccupation nationale. Les membres de l'association demandent des mesures similaires au plan de résilience économique et sociale pour permettre aux jeunes Mbourois de rester au pays. Voyons tout cela avec Abdourahmane Diallo et Mamadou Gueye. Cheikh Singay est le président de l'association And Jàppalante de Tefes. Cette association continue à dénoncer l'immigration clandestine. La pandémie du coronavirus a tué 326 personnes en 7 mois. Le phénomène de l'immigration clandestine en a tué près de 500 en moins de 3 mois. Ce qui veut dire qu'il faut renforcer la sensibilisation, comme nous l'avons fait avec le coronavirus. Il faut que l'État prenne les mêmes dispositions pour renforcer la sensibilisation au niveau de ces jeunes. Une cinquantaine de jeunes de Tefes ont récemment perdu la vie en mer. Le président du conseil départemental de Mbour et membre de l'association And Jàppalante de Tefes rassure. Parler aussi aux parents pour qu'ils comprennent que ils ont aussi un devoir de surveillance envers ces enfants-là. Ils doivent les rassurer, leur montrer de l'amour, que même s'ils n'ont pas de travail, ils font partie de ce socle familial. Et ils comptent sur eux. Et ce n'est pas la peine d'aller se jeter dans la gueule du loup en voulant réussir par tous les moyens. Aussi parler à l'État, à son excellence le président Macky Sall, qui est en train de poser des actes dans le but de trouver des emplois pour ces jeunes, de leur trouver des formations qualifiantes aussi, pour qu'ils puissent rester ici et avoir un travail décent. L'association And Jàppalante de Tefes a réuni tous les enfants du quartier pour faire un set-setal et sensibiliser contre l'immigration clandestine. Merci Abdourahmane. Retour à Dakar, la colère gronde à la brioche dorée. Les travailleurs dénoncent leurs conditions de travail, du traitement salarial indécent à des licenciements abusifs. Les travailleurs syndicalistes indexent la direction de la boîte. Pape Faragning et Pape Sangone Mbaye. Ils ont abandonné les fours et les comptoirs pour arpenter la rue. Les travailleurs de la brioche dorée ont battu le macadam pour dénoncer ce qu'ils qualifient d'exploitation par les propriétaires de cette société. On a fait une plateforme revendicative. Nous sommes rapprochés de l'inspection du travail. On a discuté sur la plateforme revendicative qui compose 11 points. Il avait pris les 11 points, il avait pris des engagements. Les 11 points, ce sont des points de droit d'ailleurs. C'est de la remise des copies de bulletins au moment du paiement. Parce que nous avons constaté que les travailleurs peuvent rester des mois sans bulletin de salaire. Après, ils se lèvent un beau jour, ils vous donnent le bulletin de salaire du mois, de 3 mois avant. Il y a beaucoup de travailleurs qui se trouvent au niveau des brioches dorées, qui signent des contrats CDD 5 à 6 fois. On n'a pas de bon salaire. Ces revendications, justement, on discutait périodiquement des rencontres mensuelles, mais parfois même ils refusent de signer des PV de rencontre.
Selon eux, plus de 3000 employés souffrent et l'inspection du travail laisse faire. On a commencé à licencier nos délégués du personnel. On s'est référé au tribunal du travail. Le tribunal a ordonné l'intégration de ces délégués du personnel. Pour récompenser cet inspecteur du travail, il a recruté cet inspecteur pour le nommer directeur des ressources humaines au niveau de notre entreprise. Vous voyez, alors cet inspecteur, depuis qu'il est arrivé dans notre entreprise, les choses ont commencé à s'empirer. Des licenciements collectifs, individuels, des mises à pied, à ne pas finir. Ces travailleurs font appel aux autorités pour les rétablir dans leur dignité. Nous dire que nous sommes des Sénégalais, nous voulons travailler. Nous ne pouvons pas être des agresseurs, nous voulons travailler. Mais qu'on demande aux agents de l'inspection du travail de faire leur travail comme il se doit. On fait un chiffre d'affaires de 50 millions par jour. Un chiffre d'affaires de 50 millions par jour, les travailleurs sont en train de vivre du n'importe quoi dans cette entreprise. On dirait des esclaves. Si vous dépassez les brioches de vous pensez que comme cette structure-là est belle, les travailleurs qui sont dedans, ils vivent dans de meilleures conditions. Mais c'est totalement faux. Ce n'est pas ça la réalité. Les travailleurs de la Brioche Dorée déplorent le manque de considération de l'employeur. Ils peinent même à percevoir 50 000 francs par mois au moment où la société fait des bénéfices journaliers de plus de 50 millions. L'actualité de ce lundi, c'est aussi ce cri du cœur des impactés des travaux du train express régional à Sébikotane. Des habitants de 6 quartiers s'impatientent de voir leur nom figurer sur la liste officielle des impactés. Un recensement a été lancé il y a 10 mois de cela, mais depuis, rien n'a été établi. Ousseynou Thiam, Ahmadou Bambasamb. Quartier de Sébikotane impacté par le deuxième tronçon du train express régional Diamniadio-AIDB. Ces populations impactées se disent inquiets d'attendre en vain la liste définitive des impactés, mais aussi leur indemnisation. Lors du recensement, beaucoup de manquements ont été notés, à savoir des omissions, des erreurs, des doublons. Et jusqu'à présent, la liste définitive des impactés n'est pas encore connue. Cependant, depuis lors, nous n'avons jamais cessé de demander des informations. C'est ainsi que nous avons saisi les services compétents comme la préfecture, la gouvernance, la direction de l'APIX. Et malgré toutes ces démarches, aucune suite n'est donnée à notre requête. Visiblement dépité par cette situation, ces populations interpellent le chef de l'État. Monsieur le Président de la République, dans le souci de préserver nos biens, nous voulons être édifiés de notre avenir, avoir la bonne information au bon moment. Nous, habitants de Sébikotane, bon nombre de maisons impactées sont des familles traditionnelles, plus de 500 concessions où habitent plusieurs familles, sont installées par des raisons professionnelles, etc. Ces populations de Sébikotane disent ne vouloir pas subir le même sort que les impactés de l'axe Dakar-Diamniadio avec des familles aujourd'hui complètement disloquées. Merci Ousseynou. Restons à Rufisque. L'hôpital Youssou Mbargane Diop va se refaire une santé. L'établissement a bénéficié d'une subvention de 100 millions de francs CFA venant de l'État. Selon le directeur, l'hôpital va changer de visage. Le voici avec notre équipe à Rufisque. Nous sommes dans un projet de rendre agréable l'environnement et le cadre de vie. Parce que ça, je le dis, le ministère de la Santé et de l'Action sociale, que je félicite au passage monsieur le ministre Abdoulaye Diouf Sarr, notre directrice générale Fatou Mbaye Sylla, a mis à notre disposition en tout cas une première enveloppe en tout cas de 100 millions. Les marchés sont en train d'être lancés pour nous permettre en tout cas d'améliorer cet environnement. Je dis que ce que les Baïfal sont en train de faire, aujourd'hui je peux l'appeler même le lancement des travaux que nous devons faire. Et le ministre même nous a fait une forte promesse en nous disant, monsieur le directeur, utilisez l'argent comme il a été, suivant les directives qui ont été données. Je reviendrai au mois de décembre et de janvier et je vous appellerai. Donc ça y aura un impact, c'est le début en tout cas de ces travaux pour améliorer l'environnement de soins et les conditions d'existence des malades. Je peux l'appeler aujourd'hui ce jour-là. Cheikh Mbacké Seck s'exprimait en marge d'une journée de nettoiement organisée par la Fédération des Baïfal de Rufisque et banlieue.
Sur la situation épidémiologique, retenez que 3 Covid+ seulement sont enregistrés aujourd'hui au Sénégal et 13 patients sont déclarés guéris. Et puis justement, à propos du coronavirus, cette très bonne nouvelle, l'espoir renaît après l'annonce d'un vaccin contre le virus. Ce vaccin, développé par les laboratoires Pfizer et BioNTech, serait efficace à 90%. Explication Fatima Touré. Après près de 10 mois de lutte contre la pandémie de la Covid-19, Pfizer, USA et BioNTech, Allemagne, affirment avoir trouvé le vaccin tant attendu. L'efficacité du vaccin est estimée à 90% selon l'essai à grande échelle de la phase 3 en cours. Le président directeur général de Pfizer déclare que cette découverte représente un pas en avant significatif pour le monde dans la bataille contre la Covid-19. Pour l'heure, sur la base de projections, Pfizer prévoit de fournir 50 millions de doses de vaccins dans le monde en 2020. Et jusqu'à 1,3 milliard de doses de vaccins. Dans beaucoup de pays, en Europe et aux États-Unis, par exemple, le taux de contamination a atteint des niveaux records avec plus d'1 million de morts. Aujourd'hui, avec ce vaccin, l'espoir est permis pour endiguer d'une manière définitive cette pandémie de la Covid-19. Toutefois, l'OMS, l'instance mondiale de la santé, ne s'est pas encore prononcée dans cette nouvelle trouvaille de Pfizer et BioNTech. Merci Fatima. En politique, c'est une véritable érosion que vit la coalition Jotna après le départ de Boubacar Camara et son parti Djengou. C'est au tour du parti Pastef les Patriotes de quitter la coalition. Voyons tout cela avec Alassane Ba. C'est après une profonde réflexion et 5 constats faits que Pastef les Patriotes a pris la décision de se retirer de la coalition Jotna. Un coup dur pour cette dernière qui voit ses rangs s'effriter. Entre autres observations des Patriotes, entre les échéances électorales et dans un contexte de manœuvre politicienne tous azimuts, le maintien d'une coalition, surtout d'opposition, peut constituer une lourdeur et un danger permanent pour toutes les parties prenantes. Contrairement à un compagnonnage préélectoral qui se poursuivrait en cas de victoire, Pastef estime que la constitution de coalition électorale n'a donc de pertinence et d'impact significatif que lorsque les parties prenantes ont satisfait au travail de massification et d'implantation et renforcé leur positionnement politique en échappant aux manœuvres. Au vu de ces constats, les Patriotes décident de tourner le dos à Jotna et réitèrent leur offre de fusion à toutes les parties prenantes de la coalition. Offre déjà acceptée selon eux par une dizaine d'entre elles. Sonko et compagnie restent ouverts à une collaboration plus souple et sans contrainte avec les parties prenantes. Ils réaffirment leur ouverture à l'examen des possibilités de coalition à l'approche de toute échéance électorale. Une décision qui tombe alors que le débat sur les raisons de la démission de Boubacar Camara, leader du Parti de la Construction et de la Solidarité PCS Djengou, de cette coalition, continue de défrayer la chronique. Alassane, le président de la République Macky Sall est dans sa logique de fédérer toutes les forces de la nation selon le président de la COJER. Selon Moussa Sow, la situation économique du pays explique à suffisance les changements apportés dans l'équipe gouvernementale. Nous savons aujourd'hui que l'heure est à l'après-Covid. Nous savons aujourd'hui que l'heure est à la relance économique. Il a mis un gouvernement pour que véritablement qu'on puisse aller très vite, qu'on puisse également régler tous les problèmes qui, en tout cas, assaillent le pays. Mais également, il a élargi le gouvernement et c'est extrêmement important. Le pays a besoin de tous ses fils. Le pays a besoin de tout le monde pour son développement. Et de toute façon, je pense que la logique voudrait aujourd'hui qu'il remercie au minimum le président de la République. Parce que quand même, ils ont eu à travailler avec le président, ils ont eu à bénéficier des privilèges du président de la République. Donc le minimum, c'était de remercier le président de la République avant de faire quoi que ce soit. Tout autre chose à présent dans le cadre du développement du projet d'électrification des 4 pays membres de l'OMVG. L'organisation ambitionne de renforcer la production d'énergie. Selon le directeur de la Sénélec, ce projet va permettre la démocratisation des lignes haute tension, mais aussi d'accélérer l'électrification des zones les plus reculées, notamment les zones du sud-est. Voyons tout cela avec Ibrahim Adjamé et Faligaï.
Prévue sur une longueur de près de 1700 km, la ligne électrique haute tension du projet énergie de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie qui va surplomber le Sénégal, la Gambie, la Guinée et la Guinée-Bissau sera d'un apport intéressant en termes d'énergie pour le Sénégal. Et ça nous permettra de développer le marché ouest africain de l'électricité. Les projets de l'OMVG également, avec les postes haute tension qui seront construits, nous permettront d'augmenter l'électrification rurale dans la zone sud-est. Parce que vous savez que cette zone sud-est et un peu nord-est font partie des zones où le taux d'électrification rurale est le plus bas. Maintenant, une fois que nous aurons ces postes d'injection, nous pourrons développer le réseau moyenne tension qui nous permettra de mailler tout le pays. En plus du maillage du territoire national, le projet va permettre, indique le directeur, de faire des économies et de tendre vers la baisse du coût de l'électricité au Sénégal. Ça nous permettra d'améliorer la qualité de service dans ces zones, de fermer les petites centrales qu'on utilisait à Tambacounda, à Sédhiou, et des centrales qui nous coûtaient excessivement cher. Et donc de pouvoir optimiser nos coûts de production et de baisser et de répercuter demain ces économies aux consommateurs. Effectivement, ça va nous permettre d'augmenter le taux d'électrification rurale, ça va nous permettre de faire des économies avec ce qu'on appelle l'extinction de toutes ces centrales secondaires qui consommaient que du gasoil et qui nous coûtait cher en termes de coûts de production. Le MVG dispose d'un poste à Kawon, près de la centrale électrique de la Sénélec. Les travaux sont en cours et avancent à grands pas selon les responsables. Merci Ibrahima. 400 kg de chanvre indien saisis par les gendarmes de la brigade de Noto Diobas. Les faits se sont déroulés dans la nuit du 7 au 8 novembre dernier. Une enquête est ouverte. Et puis la brigade de proximité de Nianing a saisi une importante quantité de médicaments. La valeur est estimée à près de 33 millions de francs CFA. Capitaine Pauline Cantoussan revient sur les circonstances de cette prise. Dans la journée du 7 novembre 2020, aux environs de 16 h, les gendarmes de la brigade de proximité de Nianing ont reçu un renseignement faisant état de la présence suspecte de 2 individus transportant des sacs sur la plage. Aussitôt, ils ont effectué un transport sur les lieux pour constater les faits. À leur arrivée, les gendarmes de Nianing ont trouvé des sacs abandonnés sur la plage remplis de médicaments. Poursuivant les investigations, le restant du produit a été retrouvé dans un bâtiment abandonné sur la plage de Warang. Au total, cette opération a permis de saisir 21 sacs contenant 9 330 boîtes de médicaments, essentiellement constitués d'antibiotiques, d'anti-inflammatoires, de stimulants. Cette nouvelle saisie montre l'engagement des unités de la gendarmerie à lutter contre toute forme de trafic. Ainsi, nous invitons les populations à renforcer davantage la collaboration avec les forces de défense et de sécurité pour relever les défis sécuritaires. Les investigations se poursuivent. Une enquête a été ouverte par la brigade de proximité de Nianing pour élucider les faits. Et puis, fenêtre sur le monde, dans l'actualité internationale, Donald Trump continue de faire parler de lui. Le président américain a limogé ce lundi son ministre de la Défense. Et puis, l'issue heureuse trouvée dans le conflit intercommunautaire meurtrier qui oppose la communauté Peul aux chasseurs traditionnels d'Ozo dans la région de Ségou au Mali. Le Zimbabwe qui compte sur le métal jaune pour juguler les impacts du coronavirus sur son économie. Mais d'abord, la confirmation des résultats de la présidentielle ivoirienne par le Conseil constitutionnel. Daniel Tchouf. En Côte d'Ivoire, le Conseil constitutionnel a validé ce lundi la réélection du président sortant Alassane Ouattara pour un 3e mandat. Alassane Ouattara, vainqueur de la présidentielle à 94,27% des voix. Le Conseil constitutionnel qui précise avoir enregistré aucun recours lors de la période de contentieux. 53,90% des électeurs se sont rendus aux urnes.
Au Mali, le forum de Nyono dans la région de Ségou s'est achevé ce week-end après 3 jours de discussion. Il a réuni autorités, notables et représentants communautaires et religieux. Une rencontre pour tenter de trouver une issue au conflit intercommunautaire meurtrier qui oppose la communauté Peul aux chasseurs traditionnels d'Ozo dans cette région du Mali. Les deux parties se sont engagées à cesser les hostilités. L'État s'est également engagé à assurer la protection des personnes et de leurs biens et à multiplier les cadres de concertation intercommunautaire. Le Zimbabwe qui compte sur le métal jaune pour juguler les impacts du coronavirus sur son économie, déjà bien entamée depuis des décennies. Harare mise désormais sur l'or pour amorcer un début de sortie de crise. Même si le métal jaune a pris de la valeur depuis le début de la pandémie, il ne suffira pas à lui seul à enclencher une courbe ascendante de la croissance sur la durée, affirment les experts. Les revenus lucratifs du métal jaune ne pourront pas être un remède miracle. Au mieux, ils pourront éviter l'effondrement. Le pays miné par la corruption est aux prises avec l'hyperinflation. Et puis le président américain Donald Trump qui a limogé ce lundi son ministre de la Défense, Mark Esper, qui sera remplacé par le directeur du Centre national de contre-terrorisme, Christopher Miller. Donald Trump qui a annoncé sa décision sur Twitter, il précise que Christopher Miller prend ses fonctions immédiatement à la tête du Pentagone. Merci Daniel. Et puis en sport, en attendant d'avoir le groupe au complet, l'équipe nationale de football du Sénégal s'est entraînée au stade Lat Dior de Thiès. Une première séance avec seulement 9 des joueurs sélectionnés. Des listes des Lions remaniées avec 5 joueurs blessés et remplacés. On est tout cela avec Cher Sadibou Diarra. Seuls les 9 Lions déjà présents au Sénégal depuis dimanche ont pris part à la première séance d'entraînement de l'équipe nationale à Thiès. Parmi eux, le nouveau venu Moustapha Nam, qui appréhende bien la concurrence au sein de la tanière. J'ai pris le vol avec d'autres joueurs, des anciens qui ont l'habitude d'être là, qui sont très, très sympas, accueillants. Donc, j'ai pas eu de problème d'adaptation. On était tous ensemble. Ils m'ont bien accueilli. Donc je crois que c'est ce qui fait la force du groupe. Moi je suis en concurrence tous les jours. Elle fait partie du football. Donc je suis prêt à tout. Donc la concurrence elle est saine. Après je suis à disposition du coach et de son staff. On fait le maximum pour on a tous le même objectif, c'est de bien défendre les couleurs nationales. Pour la double confrontation face à la Guinée-Bissau, le sélectionneur va devoir se passer de 5 jours de sa liste initiale, dont les cadres Gana Gueye et Saliou Ciss. Toutefois, la confiance est encore de mise pour réussir un carton plein. Si chacun apporte ce qu'il a appris dans son club et voilà, essayer d'être un groupe, j'espère qu'on va gagner le match. Notre objectif, c'est de gagner ici et d'essayer de gagner là-bas pour être à la tête. La préparation de l'équipe nationale du Sénégal se poursuit mardi avec une séance d'entraînement et une conférence de presse. La rencontre allait face à la Guinée-Bissau, c'est mercredi à 16h au stade Lat Dior de Thiès. Et puis au football toujours, retenez que Teungueth FC et Jaraaf de Dakar, les représentants du Sénégal en compétition interclub en Afrique, connaissent leur adversaire au tour préliminaire. En Ligue des Champions, Teungueth FC sera opposé à Gambia AF Club de la Gambie. TFC, Teungueth FC va recevoir au match retour. En Coupe CAF, le Jaraaf de Dakar accueille en match aller Kano Pilar, un club du Nigeria. Et puis les phases allées vont se jouer du 27 au 29 novembre prochain. Les matchs retour du 4 au 6 décembre prochain. Changeons de discipline pour parler basket. La Coupe d'Afrique de basket des clubs féminins 2020-2021. L'AS Ville de Dakar, de même que la Ligue de Dakar, milite pour l'organisation au Sénégal. Une manière de participer à la relance du basket féminin sur le continent africain. Pape Faraning Amadouba.
L'organisation du championnat de basket et des clubs féminins à Dakar, une aubaine pour les sports sénégalais. La ville de Dakar et le ministère des Sports doivent saisir cette occasion pour abriter cette compétition qui n'a pas encore de pays d'accueil. Moi, je l'ai déjà dit au président Yadma Diaw. Je lui dis en fait, je pense que c'est l'occasion rêvée. Parce que paraît-il, depuis des années, le Sénégal, non seulement on n'était pas, 97, on n'était pas présent, mais je pense que si vraiment on arrive à organiser le championnat d'Afrique ici à Marius Ndiaye, qui a un parquet de la NBA, je pense que ça ferait une belle fête pour la région de Dakar et ça ferait l'affaire du basket sénégalais. Et je lance un appel à l'État du Sénégal, bien sûr, à la mairie de Dakar. Et je sais qu'ils sont en train d'aider la ville de Dakar, mais je pense que c'est une opportunité pour le basket sénégalais et en particulier dakarois. Le président de la Ligue de Dakar en a profité pour distribuer des lots d'équipements aux clubs de la région de Dakar. Le basket aventure existe depuis 13 ans, mais ils viennent au Sénégal depuis 2017. Donc chaque année, ils viennent pour voir les enfants, leur doter des équipements, leur donner le savoir-faire, organiser des camps de basket. Mais depuis 2017, quand ils sont venus, ils se sont rendus compte que nous manquions de matériel didactique. C'est grâce à un partenariat de longue date avec Basketball Aventure, une manière de doter nos clubs des équipements pour l'essor de cette discipline dans tout le pays. Et puis la relance de la lutte sénégalaise passe par l'union du monde de la lutte. Vous le savez, la nouvelle équipe du comité national de gestion a été installée. Place maintenant au travail pour redonner à la lutte toute sa place dans le sport national. Habib Faye et Maudou Diop. Le ministre des Sports qui installe officiellement la nouvelle équipe dirigeante du CNG de lutte. Je vous installe, Monsieur le Président Ibrahima Sène. L'acte posé, Matarba rappelle aux membres du bureau leur mission essentielle. Le comité national de gestion de la lutte, comme on l'a dit tout à l'heure, a pour mission d'organiser, de développer et même de promouvoir la lutte, la pratique de la lutte sous toutes ses formes, en particulier la lutte olympique sur toute l'étendue du territoire national. Aussitôt installé dans ses nouvelles fonctions, le comité national de gestion de la lutte fait un appel à l'appui, à l'organisation des programmes de façon régulière en relation avec les promoteurs et les annonceurs. L'inscription définitive de la lutte produits sportifs culturels et touristiques dans le projet de faire du Sénégal une société émergente à l'horizon 2035. Ainsi débute un mandat de 2 ans pour Ibrahima Sène et son équipe. Le chantier va consister à moderniser et relancer la lutte sénégalaise. Merci Habib. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. L'info continue dans Soir d'Info. Avec vous, cher Tidiane Diagne, vous recevez ce soir le professeur Miliane Mendy.